toutes et à tous, bienvenue à la 8e édition de notre Talk Series by Attitude, notre rendez-vous pour parler des sujets qui comptent à l'île Maurice comme ailleurs, des sujets qui inspirent, bousculent, questionnent, mais toujours avec bienveillance. Et comme on aime changer de décor à chaque édition, on est ravis de vous accueillir ce soir à l'Institut français de Maurice, un lieu d'échange, de culture, de curiosité, enfin bref, vraiment tout ce qu'on aime. Donc merci à Anaïs, Alisha et Juni et toute l'équipe de l'IFM de nous accueillir ce soir. Et avant de continuer, on vous propose un petit retour en image de l'édition précédente. Bienvenue à la 7e édition du Talk Series by Attitude. Le podcast, nouveau média, comment bien faire entendre sa voix. C'est un nouveau format, c'est-à-dire c'est un écran, des questions, 10 minutes par question, et c'est avec de brillantes invités de faire le show. Le podcast, c'est un média prometteur qui permet de raconter des histoires, d'approfondir des sujets complexes et de sensibiliser sur des causes engagées. Déjà 8e édition, Juliette, on a dépassé l'âge de raison et on se rapproche doucement des 10 ans. Et on est toujours, évidemment, c'est un plaisir de le faire avec vous et de continuer cette aventure à vos côtés. Donc depuis le début, les Talk Series, c'est un espace pour réfléchir ensemble, partager des idées, des points de vue et ouvrir des discussions qui comptent. Et ce soir, le thème devrait vous mettre en appétit, l'assiette de demain, quel enjeu au menu ? Parce qu'au fond, c'est sans doute la question qu'on se pose le plus souvent, qu'est-ce qu'on mange ? À la maison, entre amis, au resto, au bureau, le sujet est absolument partout. Et sur les réseaux, c'est une véritable obsession. Le hashtag food cumule plus de 600 milliards de vues sur TikTok. Manger, c'est devenu un langage universel, un reflet de notre époque. Nos assiettes racontent nos habitudes, nos contradictions, nos choix, et quelque part, le monde qu'on est en train de construire. Et oui, manger, c'est presque un acte politique. Parce que notre façon de produire, de consommer, d'importer ou même de jeter, façonne la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Et quand on est hôtelier, et je vois beaucoup de nos chefs qui sont présents ce soir, donc je suis super contente, quand on a plus de 500 000 assiettes à servir chaque année, et ben on a la responsabilité de se poser les questions de qu'est-ce qu'on met dedans. Et chez Attitude, donc, ça passe d'abord par le local, parce qu'on sait que manger local, c'est soutenir nos producteurs, préserver l'environnement et célébrer notre culture. C'est pourquoi plus de la moitié de notre offre Food and Beverage est labellisée Made in Maurice. Mais on va encore plus loin. Après le local, vient le végétal. Et c'est pas par effet de mode, mais parce qu'on sait que réduire la part animale, c'est l'un des leviers les plus concrets pour réduire notre empreinte carbone. Et ça tombe bien, le marché du plant-based food explose. Il devrait tripler d'ici 2035, passant de 14 à 44 milliards de dollars de revenus, dans le monde évidemment. Et ce n'est plus une tendance, c'est donc une transformation en fait durable. Mais la vraie question, c'est comment faire rimer responsable et gourmand ? Comment réinventer nos manières de produire, de cuisiner, de partager, tout en gardant le plaisir du repas. Et donc c'est tout l'objet de cette soirée. On a réuni des chefs, des marques food, des innovatrices, bref, des moteurs de changement, des gens qui font bouger les lignes, venus d'ici et d'ailleurs pour explorer ensemble les nouvelles tendances alimentaires
et imaginez l'assiette de demain. À la fois plus responsable, locale, végétale et surtout gourmande et inclusive. Alors, installez-vous, ouvrez vos oreilles et votre appétit intellectuel. C'est parti pour la 8e édition du Talk Series by Attitude. Notre première invitée a une étoile au guide Michelin et une bonne étoile pour la planète. Chef pionnier de la gastronomie végane, Alexis Gauthier a réussi à convaincre que le végétal pouvait être synonyme de haute cuisine, sans compromis sur le goût, l'ingrédient qui fait la diff, la conviction. Place maintenant à Roukchar Djadou, programme directeur chez Ecochi. À la croisée de la cuisine et de la durabilité, aide les chefs à repenser leurs pratiques sans sacrifier le goût. Mauricienne engagée, elle défend une idée simple. On n'a pas besoin d'être 100% vegan pour mieux manger ensemble. Et son ingrédient qui fait la diff, la transmission. Merci d'être là, Roukchar. À la tête de NeoFood, Léo Cailleux explore une autre manière de nourrir l'île. Plus saine, plus durable, mais toujours gourmande. Ingénieur agroalimentaire devenu entrepreneur, il développe et introduit des produits plus sains et milite pour le zéro déchet avec son Wellness Shop du Nord. Son credo, on peut innover sans renoncer au plaisir, ni aux petits snacks du quotidien. L'ingrédient qui fait la diff, la curiosité. Merci d'être avec nous. On aura un intervenant en direct de Paris, Nicolas Schweitzer, cofondateur de Lavi, la start-up française qui bouscule la foodtech avec ses alternatives végétales, aussi gourmandes que les vraies. Derrière ces campagnes colorées et pleines d'humour, une mission sérieuse, mettre fin à l'élevage industriel sans perdre l'appétit ni sourire. Évidemment, son ingrédient qui fait la diff, l'humour. Donc Nicolas, merci d'être présent, même à distance avec nous. Et avant de commencer notre échange, et que l'on puisse te voir sur notre grand écran, nous allons diffuser un des spots pubs de Lavi, qui a d'ailleurs cumulé plusieurs millions de vues, pour que chacun puisse mieux comprendre ton univers de marque. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends bien? Super. Donc, comme on a pu t'expliquer le concept de notre Talk Series, tu vas avoir 2 questions qui vont s'afficher. Donc, je vais quand même te les redire pour toi à l'oral parce que tu n'es pas dans la salle. Mais tu ne déroges pas à la règle, tu as 10 minutes aussi par question. Es-tu prêt? Oui. Super. Allez, première question. Nicolas, ta marque se distingue par son humour et son univers coloré. Penses-tu que ce positionnement marketing t'aide à casser les codes, atteindre des cibles plus larges? C'est à toi. Alors peut-être, avant de répondre tout de suite à la question, j'explique en 2 minutes ce que c'est que Lavi. Lavi, c'est une start-up française qui fait des alternatives végétales à la viande, principalement à la charcuterie aujourd'hui. Et on est distribué en France et en Angleterre principalement. Ce qu'on essaye de faire en tout cas, c'est de pousser la démocratisation des alternatives végétales en offrant des produits qui nous permettent de retrouver le goût et la gourmandise des alternatives, de la viande, mais avec des plantes. Un des problèmes aujourd'hui, c'est que grosso modo, la majorité de la population cherche à réduire sa consommation de viande. Le problème, c'est que dans les faits, on observe que la consommation de viande stagne en Occident aujourd'hui, malgré cette volonté déclarée de baisser leur consommation et d'arrêter, et tout simplement parce que la viande, c'est très bon, d'une part, et puis d'autre part, parce qu'on a des habitudes qui sont vraiment ancrées que ce soit dans notre patrimoine de recettes ou dans nos traditions, tout simplement.
Et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire des produits qui vont permettre de reproduire exactement l'expérience, le plaisir côté organoleptique, mais avec systématiquement moins de CO2, que des ingrédients verts, celui qui est meilleur pour la santé, etc. Bien sûr, pas d'animaux dans l'équation, et idéalement à un prix qui soit abordable. Donc on fait tout ça avec, sur le portefeuille produit, mais ce qui amène la différence d'avis, c'est vraiment la marque, où on essaye de prendre un peu le contre-pied de notre catégorie, qui est très centrée sur le vert, les petites feuilles, pour essayer de montrer l'aspect plus santé. Nous, par défaut, tous nos produits sont systématiquement meilleurs que leur équivalent carné, mais on parle très peu de la santé. On n'est pas du tout dans la culpabilisation, où on cherche plutôt à communiquer des messages de joie, de bonne humeur. Et donc, on se marre bien. On fait beaucoup de communication un peu décalée, un peu parfois parfois complètement différente de ce qu'on pourrait attendre d'une marque de food. Donc, par exemple, on a fait une de nos toutes premières campagnes, c'est une campagne qu'on a mis dans tout Paris, où on disait c'est un juif, un viandard, un musulman et un vegan à la même table, et c'est pas une blague. Et c'est vrai que toutes ces campagnes, elles ont beaucoup contribué à la notoriété de la vie, qui a un budget marketing assez faible, mais qui arrive à émerger parce que je pense qu'on fait marrer un peu les gens, et puis il commence à y avoir une vraie affection autour de la marque. Il suffit de se rendre sur les comptes réseaux sociaux pour voir que sous chaque post, il y a des dizaines de milliers de likes et des déclarations d'amour de la communauté. Donc je pense que ça marche plutôt bien. Je t'entends. Pas bien, mais je t'entends. Voilà, c'est bien. Là, c'est mieux. Donc, du coup, merci beaucoup. La deuxième question. Le bacon végétal de la vie est entré chez Burger King et KFC. C'est quand même une grosse industrie. Est-ce que ça a été une infiltration stratégique pour changer le système de l'intérieur, ou alors pas du tout, juste un gros coup marketing Alors c'est nous qui avons... je vais commencer par raconter comment on est rentré chez Burger King et KFC. Faut se dire que quand même c'est pas évident pour ce genre de chaîne de passer au végétal. Enfin, leur fond de commerce c'est de vendre de la viande. Et donc on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour attirer leur attention et les faire goûter. Donc Burger King, l'histoire commence un jour au tout début, quand on n'avait rien. On venait de développer notre bacon végétal et on allait se mettre au pied du siège de Burger King avec une table et une table Safeto et une petite poêle. Et on a cuit pendant toute la journée du bacon pour distribuer aux salariés de Burger King jusqu'à ce qu'il y ait à la fin de la journée le boss de toute la partie menu qui finissent par descendre et qui me disent bon, tous mes collègues m'ont dit que je viens goûter, qu'est-ce que c'est que ce truc et il est tombé amoureux du produit et il nous a dit est-ce que vous êtes capable de le référencer en 3 mois parce que je voudrais ouvrir un concept vegan dans 3 mois. Et bien sûr, normalement ça met 1 an et demi de référencer des produits chez Burger King, donc ça a été très folklorique, mais on a réussi et c'est comme ça qu'on est rentré chez Burger King. Pour Burger King, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le prennent comme une façon de réduire leur empreinte carbone principalement. C'est le levier initial principal. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça attirait une autre cible de consommateurs chez eux. Et ça permettait d'inclure des groupes plus larges. Parce que, avec le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie significative de la population qui soit va être vegan, végétarienne ou veut activement réduire sa consommation de viande, quand quelqu'un dans le groupe ne veut pas manger de viande, on évite Burger King, on va se reporter sur
sur d'autres chaînes de restauration. Donc pour eux, ça permet aussi de ne pas perdre ces consommateurs. Et ils ont été, il faut le reconnaître, très très forts dans l'exécution, puisqu'ils proposent des menus qui sont exactement identiques. Donc ça va être le Whopper, mon bacon dedans, mais le Whopper en veggie et le Whopper en viande, au même prix, tout pareil. Et ça marche très très bien, parce qu'ils ont environ 25% de taux de plaisir. Donc quand ils proposent un burger en veggie, 25% de ce qui est énorme. Et voilà. Oui, pardon, je ne connais pas répondu à la question. Mais ce n'est pas une infiltration. Enfin, je pense que c'est principalement de leur volonté, donc je veux pas prendre les lauriers de leur initiative. Nous, on était là au bon endroit, au bon moment, et je pense qu'il faut reconnaître que vraiment ils essayent et qu'ils le font plutôt bien. Ok, merci, mais tu as répondu de manière voilà, assez rapide. Donc, est-ce que je peux profiter que tu es encore avec nous, peut-être pour parler un peu des prochaines étapes que tu aurais de développement et est-ce que peut-être on verra les produits La Vie à Maurice? Nous, on ne fait que des produits frais pour l'instant. Donc, ça va être compliqué pour Maurice. Mais peut-être qu'un jour, on développera des gammes congelées et qui partiront dans le monde entier. Je pense qu'il y a un vrai aspect local sur lequel il faut être aussi vigilant, dans le sens où, au-delà de favoriser une consommation locale, la viande, c'est particulièrement... ça s'ancre vraiment dans un patrimoine de recettes qui fait que c'est pas facilement interchangeable. Enfin, pardon, je m'exprime peut-être mal, mais typiquement, il n'y a pas de saucisse européenne. Chaque pays va avoir une saucisse différente. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont émergé localement avec des offres qui sont du coup spécifiques pour des populations données. Et nous, typiquement en Angleterre, on a dû commencer à adapter notre offre, donc en faisant par exemple du honey roast ham, qui est un truc qui n'existe pas en France et qui est très populaire en Angleterre. Donc je pense que globalement, on va continuer, nous, notre expansion, mais doucement. On va faire les choses dans l'ordre. Merci beaucoup pour ton retour et on voulait peut-être finir parce qu'Alexis, qui est avec nous, fait partie du panel, nous a partagé que votre dernier développement de produit, le sauciflard, enfin je sais pas comment il va pouvoir s'appeler finalement avec toutes ces histoires de noms, mais Alexis Gauthier chez Fétoilé a adoré vos derniers produits saucissons. Ça arrive en Angleterre très bientôt. Là, pour l'instant, on l'a lancé beaucoup en France et il devrait arriver en Angleterre à partir de janvier. Oui, Alexis, oui, n'hésite pas à dire un petit mot. Oui, alors je voulais te dire que, en effet, ce bâton berger que vous avez créé, parce que ça ressemble un petit peu à un bâton berger juste à nous, donc pas de problème avec l'appellation saucisse ou ce qu'on veut, il est exceptionnel. Il est exceptionnel et j'ai regretté je l'ai acheté récemment au centre Leclerc de Nice. C'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Je l'ai eu, mon fils l'a eu. On a cru qu'il y avait un problème, que vous étiez trompé, que vous avez mis vraiment des animaux à l'intérieur, parce que c'était exactement comme je me souviens, je le mangeais et c'est vraiment, je pense que ça va être un produit révolutionnaire. Révolutionnaire. C'est vraiment exceptionnel. J'adore le bacon, j'adore le jambon, j'adore tout. Mais ça, c'est exceptionnel. Je ne sais pas comment vous avez fait. C'est incroyable. Voilà, bravo. Alors, on l'a lancé il y a 4 semaines. Et on fait 6 fois. Donc, on est complètement out of stock partout. Parce qu'on fait 6 fois les volumes qu'on avait prévus initialement. Donc, je pense que la réception est assez incroyable. Super, merci beaucoup Nicolas pour ton intervention. Je crois qu'on est arrivé à la fin
du temps imparti. On sait que aussi tu es assez occupé, que tu dois partir. En tout cas, merci pour ton intervention. Et là, de notre côté, on va pouvoir continuer avec notre super panel. Merci encore. Donc on va enchaîner avec une version plus... on repart sur le modèle plus classique du Talk Series. Et donc je crois qu'on va commencer par Rokshan. Rokshan, si tu veux bien énoncer ta question, et puis tu auras le chronomètre aussi. Okay. Donc merci Juliette. Avant de commencer, j'aimerais bien dire bravo déjà à Nicolas. La moque, la vie vraiment une moque qui est impressionnante. Surtout aborder ce sujet-là avec de l'humour. Je trouve que ça désamorce un peu les préjugés qu'on a. Après, petit intro décoché, donc on est une ONG. On vise à sensibiliser les gens sur tout ce qui est vegan, plant-based, c'est un terme qu'on utilise beaucoup maintenant. Et après, suite à ta question, donc on travaille beaucoup avec les restaurants, les hôtels à Maurice, pour les aider à intégrer des options végétales. Donc, comment est-ce que cette démarche-là est-elle accueillie? Elle est très bien accueillie à Maurice. Donc, au début, on a eu des feedbacks, des retours pour nous dire que peut-être qu'à Maurice, ça serait un peu plus difficile, que peut-être que les chefs auront une réticence, donc qui vont être hésitants, mais pas du tout. Je trouve que cette démarche a été très bien accueillie. Les chefs sont très curieux à Maurice. Je ne sais pas si le micro marche très bien. Et après, c'est vrai qu'il y a tout un travail de sensibilisation qui vient avant même de rentrer sur la pratique. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante pour nous, la sensibilisation, l'éducation. On le fait à travers notre Plant-Based Course, qui est quand même notre programme phare, qui a été conçu par Heather. Donc, elle est là dans l'audience. D'ailleurs, on a fait notre 100e session aujourd'hui à la Green Attitude. Donc, 100e session du Plant-Based Course. Et après, donc, le Plant-Based Course, c'est aussi pour parler un petit peu du pourquoi avant d'entamer le comment, la partie pratique. Donc, on vient expliquer un petit peu les basics, on va dire, du plant-based diet. On parle aussi un peu les bienfaits que ça a sur la santé, le bien-être des animaux, l'environnement. Et on voit que une fois que les chefs ont justement reçu cette partie-là, donc l'éducation qui vient à l'arrière, ils sont plus open, ils sont plus curieux parce que avant d'être sur le plan des causes, il y a quand même des idées reçues. Par exemple, que tout ce qui est vegan, c'est compliqué à faire, ça a ses contraintes, ou sinon que c'est fade, que c'est monotone, que c'est que des légumes cuits, ou comme dirait la fondatrice, donc rabbit food. Alors pas du tout, ça peut être bien plus que ça, et c'est ce qu'on veut montrer justement aux chefs et surtout aux guests aussi de l'hôtel, des restaurants. Et on avance avec ces chefs-là, donc après avoir expliqué cette partie qui parle un petit peu du pourquoi, donc les effets que ça a sur l'environnement, comme par exemple l'empreinte carbone qui est réduite de un peu plus de 75%, on vient d'entamer donc le sujet qui explique un petit peu plus la partie pratique. Donc on a des programmes comme le Recipe Development qui aide ces chefs-là à développer des recettes qui sont faciles, pratiques, faciles à implémenter sur le buffet ou un menu à la carte. Et on avance surtout avec ces chefs-là. Donc on n'avance pas à leur place. C'est très important de laisser place à leur créativité une fois qu'ils ont bien compris les bases, les possibilités, le vrai potentiel que la cuisine végane a. On voit qu'ils créent des plats, vraiment ça nous surprend. Même cette semaine, il y avait un chef, donc on fait des recipe development, on monte des recettes et après ils implémentent ces recettes-là sur le buffet.
Et on a un chef qui est venu vers nous pour nous dire justement, ben moi j'ai créé 6 recettes additionnelles pour mettre sur le buffet à la côte. Et il a partagé un petit peu ce savoir-faire, un petit peu avec nous. Il a donné un petit peu son personal touch à ces recettes-là qui étaient très sympas. Les chefs sont très open-minded, donc contrairement à ce qu'on aurait pu croire, on s'est préparé déjà. On croyait qu'on allait avoir des chefs qui allaient être assez difficiles ou qu'on allait devoir les convaincre un petit peu plus, mais pas du tout. Ils sont très curieux, très open-minded. Et après, sur les recipe development aussi, notre chef en nous, notre chef exécutif Michael, quand il travaille avec les chefs, il travaille vraiment avec eux. Donc c'est pas par exemple venir faire une démonstration et après les chefs suivent à leur ligne. C'est vraiment travailler avec eux sur ces ateliers-là. Et on trouve que ça a beaucoup de succès. Donc on voit que quand c'est ajouté au buffet, ça apporte un peu plus de couleurs aussi. On utilise aussi beaucoup de produits locaux, donc approvisionnement responsable. À Maurice, je trouve que c'est très important. Et voilà un petit peu. Et aussi, je pense que former les chefs d'aujourd'hui, c'est aussi influencer des milliers d'assiettes, donc le futur, montrer un petit peu le potentiel que ça a. Mais c'est une démarche qui est très intéressante, même pour nous. On apprend tous les jours, donc c'est pas un apprentissage qui est one-sided, pas du tout. On apprend beaucoup avec ces chefs-là. D'ailleurs, à eux de faire avancer les choses dans les hôtels. C'est vraiment un beau travail et je dirais même un travail d'équipe. Alexis, d'où vient ton engagement pour le véganisme et l'idée de prendre le pari de la restauration végane? Alors, c'est une bonne question. Mon engagement pour le véganisme a mal démarré parce que, en fait, devant mon restaurant, il y a à peu près plus de 10 ans maintenant, tous les mardis et mercredis, j'avais des gens qui venaient manifester pour que j'enlève le foie gras que je servais sur mes menus au restaurant. Et donc ça a commencé avec 2 manifestants, et puis après 4 manifestants, et puis après toutes les semaines, il y avait des dizaines et des dizaines de manifestants qui me demandaient d'arrêter d'utiliser le foie gras dans mon restaurant. À l'époque, j'ai toujours le même restaurant, mais à l'époque c'était un restaurant gastronomique français, qui faisait de la cuisine gastronomique française classique. Et évidemment, le foie gras était un des ingrédients indispensables pour que mes clients soient heureux et pour que je puisse exprimer le répertoire gastronomique, le seul que je connaissais. Et donc un jour, j'ai décidé quand même d'aller les affronter, parce que, pas les affronter physiquement, mais les affronter pour leur demander qu'ils arrêtent de m'embêter, parce que ça commençait à avoir un impact sur mon restaurant, et j'avais marre que mes clients me disent on va arrêter de venir chez vous parce qu'il y a toujours des gens qui manifestent devant votre restaurant. Et donc je leur ai parlé et ils m'ont convaincu que le foie gras, malgré ce titre de noblesse dans la gastronomie française, était un produit horrible, car les animaux sont on les nourrit, on les force de la nourriture dans leur gorge alors qu'ils sont émondés. Et puis évidemment, on les tue pour prendre leur foie, parce que dans les canards, ils ne reproduisent pas leur foie, ils en ont qu'un, comme nous. Alors je les ai écoutés, donc ces manifestants, et puis je suis retourné à mon restaurant, on m'a dit alors, c'est bon, ils vont arrêter de manifester. J'ai dit oui, ils vont arrêter, et tu leur as dit de partir. J'ai dit bah oui, je leur ai dit de partir, parce que je vais arrêter de servir du foie gras. Donc ça c'était la première étape. Mais je ne me considérais pas comme un chef vegan, ou un chef moderne, ou un chef quoi que ce soit. J'étais juste un chef qui avait arrêté d'utiliser le foie gras parce qu'on m'avait convaincu que c'était pas bien pour les animaux. Et donc, une petite graine dans ma tête a commencé à germer. Et un jour, je regardais une émission de télé française, alors que je vis à Londres, je ne sais pas pourquoi, il y avait un journaliste qui parlait de son nouveau livre,
Et son livre s'appelait Antispéciste. Antispéciste, qui a été écrit par... il s'appelle Émeric Caron, merci, excusez-moi. Je suis fatigué, donc j'ai trop de mémoire. Émeric Caron. Et j'ai dit, tiens, il parle des animaux, il parle de la conscience animale, il parle de la relation que nous, humains, dans le XXIe siècle, on a avec les animaux et la façon dont il faut peut-être réfléchir. Donc j'ai dit, tiens, je vais prendre ce livre, je vais le lire. Donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu, et puis je l'ai fermé. Et le jour où j'ai fermé ce livre, je me suis dit, je vais arrêter, évidemment, de manger des animaux, mais je vais surtout arrêter de profiter de leur abus, de leur mort pour me rendre riche. Enfin, pour m'enrichir, je ne m'enrichis pas, mais pour faire mon métier de cuisinier français. Et donc je suis retourné à mon restaurant et j'ai dit à mes chefs, j'ai dit à mes serveurs que j'allais arrêter de manger des animaux et qu'à partir de maintenant, la créativité de notre restaurant allait s'écrire sans les animaux. Et donc à partir de là, on a commencé à créer un restaurant vegan, j'imagine, que c'était comme ça, un restaurant vegan. Et petit à petit, on a enlevé des morceaux de viande, on a enlevé des morceaux de poisson, et puis il ne restait plus que des coquilles Saint-Jacques, et il ne restait plus qu'un filet de loup, et puis un jour, il ne restait plus d'animaux dans le menu. Ce jour-là, j'ai écrit à les clients que j'avais depuis 15 ans, les clients qui venaient célébrer des anniversaires, qui venaient célébrer leur engagement, qui venaient célébrer toutes les belles choses de leur vie, les business qui venaient faire des deals à mon restaurant. Je leur ai dit, ben voilà, c'est toujours Gauthier Soho, c'est toujours moi qui cuisine, mais maintenant c'est un restaurant vegan, et il est vegan pour les animaux. Et bien voilà, c'est à partir de ce moment-là que mon restaurant est devenu vegan. Et bon, eh bien, il y a eu des conséquences évidemment. J'ai perdu 99% des clients que j'avais passé 15 ans à accumuler. C'était assez stressant pour tout le monde, hein, les employés surtout, qui disaient mais comment on va payer nos factures, est-ce qu'on va payer nos mortgages. Et puis c'était stressant pour moi parce que je ne pouvais pas revenir en arrière. Parce que juste l'idée de profiter de la mort d'un être conscient qui ne voulait pas mourir, c'était juste pas possible. La conscience animale, Émeric Caron en avait parlé, j'avais bien compris, c'était simple à comprendre, hein, pour un cuisinier, c'était un message super simple, j'avais bien compris et je n'avais pas changé. Mais en fait, 99% des clients que j'ai perdus, ça représentait peut-être 15 000 clients qui étaient fidèles, mais le jour où j'ai changé, j'ai eu 150 000 nouveaux clients. Et ça a été le meilleur changement que j'ai jamais fait de ma vie, pour moi, pour les animaux, et surtout pour mon business. Et par exemple, je ne serais pas là aujourd'hui, évidemment, si j'avais pas changé mon restaurant, parce que je n'aurais jamais eu la chance de rencontrer Attitude, qui, quelque part, partage peut-être pas que pour les animaux, parce que vous le faites aussi pour autre chose. Moi, je ne le fais que pour les animaux. Mais c'est vrai que je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant, et j'en suis très fier et très heureux. Voilà. Merci de me parler des femmes Michelin. C'était quelque chose que, quand moi j'ai pris la décision de changer de cuisine et de changer, on était prêt à tout perdre, nos clients, nos reconnaissances, mais ça a été un tel succès de l'autre côté que chaque fois que je rencontre des chefs qui me disent j'ai peur, je ne sais pas s'il y a vraiment la clientèle, je ne sais pas s'il y a un marché, je sais pas, je dis écoute-moi bien, tous les gens à qui je parle, ils me disent tous je mange de moins en moins de viande et de poisson. C'est tous les gens que je rencontre. Je rencontre pas beaucoup de gens qui me disent oui, je suis 100% vegan, mais je rencontre beaucoup de gens qui me disent ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un marché, il y a une demande. Et
les autres chefs que je rencontre, les chefs que je forme, vous formez les chefs, je leur dis, n'ayez pas peur. Mettez votre créativité au service de la cuisine à base de plantes, parce que c'est la cuisine de demain. Et peut-être que les petites recettes que vous créez aujourd'hui, eh bien, en fait, vous êtes en train d'écrire le futur, et c'est exceptionnel pour un chef. C'est exceptionnel. Voilà. Alors, je ne suis pas le meilleur parleur au monde, donc excusez-moi. Allez, Léo, depuis le lancement de Neofoods, qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur le marché mauricien? Quel succès ou flop inattendu révèle où en est Maurice dans sa transition alimentaire? Donc, Neofoods a déjà 15 ans. Donc, effectivement, on a vu passer une belle évolution. Neofoods a été donc fondé en 2010. À l'origine, j'étais assez fraîchement diplômé d'école d'ingénieur en agroalimentaire. Je suis venu rentrer à Maurice pour essayer de travailler dans l'aquaculture, un projet autour des concombres de mer. Et ça prenait très longtemps pour avoir les permis. Les permis ne sont jamais arrivés par ailleurs. Et en attendant, j'avais quand même une fibre entrepreneuriale. J'avais quand même vraiment envie de proposer des choix plus simples aux Mauriciens. Et donc j'ai créé une boîte qui s'appelait Neofoods. Néo comme nouveau et rien à voir avec Léo. D'ailleurs, quelqu'un me dit que toujours maintenant, il écrit, il appelle tous mes ingrédients les graines de Léo. Soit dit en passant. Et que c'est la liste de courses, comme sa femme avait écrit graines de Léo. Bref, petit aparté. Donc oui, on a créé en 2010, il fallait forcément commencer avec quelque chose de très grand public, parce que on n'allait pas aller voir sur PRU ou Inès et leur dire je suis à la pointe du health. On est en 2010, ouvre moi tes portes. Donc on a démarré avec des boissons à l'aloe vera, des boissons au thé vert, des produits qui sont même plus dans notre portfolio maintenant. Pas qu'ils étaient mauvais, mais ils n'étaient pas franchement complètement dans ce qu'on veut défendre, mais il fallait bien qu'on ait un volume minimal pour pouvoir rentrer. Ensuite, par petits incréments, on a progressé, on a introduit les laits végétaux, pas mal de produits bio, des infusions, des rice cakes et plein d'autres choses. La première fois que j'ai vraiment vu que Maurice avait franchi un palier au niveau de santé, c'était, je pense que c'était en 2016, c'est quand on a lancé finalement le premier produit sous notre marque. À l'époque, c'était que des importations. C'était les fameux sachets blancs d'ingrédients, donc les graines de chia, les produits, les farines sans gluten, les pâtes sans gluten, les cranberries, etc. On avait prévu un essai, donc j'avais pris 2 personnes pour faire ça à la main dans un petit bureau collé au mien. Et en 2 semaines, on a complètement été pris au dépourvu et on a rapidement réalisé qu'on avait finalement répondu à un besoin, mais surtout qu'on aurait dû lancer ça beaucoup plus tôt. Enfin bref, 2 entreprises. Donc ça c'était en 2016 où j'ai clairement réalisé que la transition alimentaire était en marche avec les Mauriciens. C'est vrai que, et pour le coup maintenant, au cours de voyage, on peut aller dans des grandes villes européennes, on va dans les grands supermarchés, et il y a beaucoup de pays où le rayon bio, le rayon sans gluten, n'est pas forcément au niveau des grands supermarchés de Maurice. Je pense aux grands Super U, aux grands Intermarts, ils ont des rayons santé vraiment assez impressionnants. Donc Maurice, à ce niveau-là, au niveau du choix alimentaire, n'a rien à envier. L'autre chose aussi qui me fait remarquer que Maurice est quand même très en avance, en tout cas la jeune génération dans sa transition, c'est qu'à l'époque, donc tous les ans en octobre, il y a les plus grands salons alimentaires mondiaux. C'est une année à Cologne, une année à Paris. J'y vais le temps possible pour rencontrer les gens, mais aussi pour voir toutes les tendances alimentaires, rencontrer mes fournisseurs, et les tendances alimentaires. Et à l'époque, c'est sûr qu'on voyait les tendances venir. Et je dis, il faut que je garde ça en tête d'ici 4, 5, 6 ans, c'est ce qui sera à Maurice. Et maintenant, la tendance que je vois en octobre, c'est clair qu'en janvier, il y aura déjà tout le monde qui sera en train de se battre pour la lancer. Et d'ailleurs, on est ultra concurrencé maintenant dans les fameux rayons bio.
Et c'est pas un hasard, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Donc si les gros importateurs, nous on est petits indépendants, mais si tous les gros importateurs que nous connaissons ici ont tous lancé des gammes de santé, c'est pas un hasard, c'est que le marché est là. Par exemple, cette année-ci, 2 produits m'ont clairement surpris. Je me suis dit, ah ouais, Maurice a changé. Le premier, c'est le matcha. On importe du matcha depuis 6 ans, 7 ans. Assez confidentiellement, on en vend dans notre boutique de Mon Choisimol, et c'est principalement pour certains cafés, etc., qui en ont besoin. Et hop, le matcha a pris des proportions folles en Europe et partout dans tous les coffee shops. Et on s'est retrouvé en queue de matcha en 1 mois. Et le matcha a triplé de prix. Donc voilà, je crois que le matcha n'est même plus un produit presque pour nous. Et la deuxième chose, c'est un autre produit qu'on fait depuis un bon bout de temps, la noix du Brésil, qui est une noix plutôt très chère pour le marché mauricien, qu'on vend correctement, mais de par son prix, qui est quand même limité à rester assez confidentiel, pensait-on en tout cas. Ça a complètement explosé cette année-ci parce que sur les réseaux, il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur le fait que la noix du Brésil est le produit alimentaire le plus riche en sélénium, enfin l'ingrédient le plus riche en sélénium, et le sélénium contrôle la thyroïde. Donc on a tout un lot de gens qui vont dévaliser le stock de Brésil Nuts partout. Donc voilà où on est Maurice désormais en 2025, avec quand même un gros changement quand je repense à mes petites boissons à l'aloe vera de 2010 qui m'ont permis, ceci étant dit, d'être là. Donc je les aime toujours ces petites boissons, mais bon, ça n'a plus de place chez nous. Oui, pour le coup, on fait des volumes de lait végétaux, de graines de chia, de farine sans gluten qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Les végétaux, notamment, c'est assez impressionnant. Je crois que c'est le premier produit pour les gens qui, justement, se disent je ne suis pas forcément ni vegan, mais je vais réduire ma consommation, c'est peut-être le plus facile d'accès. Et dans les coffee shops, en Europe, c'est clair, c'est un peu plus de lait végétaux que de dairy, désormais. Donc ça c'était le côté, Maurice est en avance sur sa transition. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même modérer le fait et ne pas croire que tout ce qui marche en Occident, hop, ça va être exactement toujours pareil à Maurice. On a fait des mauvais choix, on s'est planté, et en général quand on s'est planté, c'est qu'on a essayé, on n'a pas tenu compte du marché ou des habitudes mauriciennes. On s'est planté souvent sur 2 gammes. Le premier, c'était les boissons, où on a trop essayé de faire santé et pas assez de plaisir. Et le deuxième, même principe, c'est dans le snack salé. On a lancé beaucoup de snacks salés. Et à chaque fois, je pense qu'on pensait juste à l'axe santé. On dit, c'est intéressant pour telle raison, mais non, le snack salé, c'est le moment du Gajax, c'est l'identité mauricienne, c'est la base de tout. Et on ne peut pas espérer tirer le plaisir de l'alimentation. Il y a quand même des choix à faire, le consommateur doit faire des choix, et nous aussi on ne peut pas aller contre le mauricien. Il y a, sur ce côté snack, pendant plus d'1 an, j'avais mis en tête, un peu têtu peut-être, que j'allais faire le Gajax santé mauricien. Donc je me suis dit, il y a quand même une chose qu'on fait bien dans tous les petits snacks mauriciens, c'est la farine, la bessane, la farine de pois chiches, qui malheureusement est frite avec dedans du MSG, des choses comme ça. Je me suis dit, je vais prendre la base de moulkou, donc le bessane, on va cuire plutôt que fry, on va utiliser des bonnes huiles, on va rajouter des super graines, et on fera le moulkou healthy. On a acheté un four, on a tout essayé, on a fait des trucs qui franchement étaient plutôt bons. Ça n'a pas été forcément facile, mais on a fait goûter aux gens et on a rapidement finalement réalisé qu'on faisait une fausse food complète. Que quand la personne veut son moulkou, il veut son moulkou, il veut le croquant, le gras, voilà, et qu'il y a quand même des fois où, voilà, tout comme de temps en temps, on a envie d'un coca sucré, c'est ainsi. On a fait un sport et le coca sera irremplaçable, même si c'est un poison. Et ça rejoint un peu tout ça, notre approche globale chez Neofood, c'est-à-dire qu'on s'est toujours défini comme une marque de wellness et de health. On préfère le terme wellness parce que c'est plus holistique. On ne prétend pas être ultra pointu. Il y aura toujours des gens qui vont être plus pointus dans la santé. On est à Maurice, on a la réalité. C'est la réalité de Maurice, c'est ce qu'elle est, et voilà, on n'a pas essayé de changer non plus l'identité mauricienne. Je sais que c'est aussi un des credos des hôtels Attitude de respecter cette
vraie fibre haïtienne. Donc, pour conclure, sur cette question de où en est la transition alimentaire, je pense que la nouvelle génération a complètement pris à son compte les ingrédients et les films, qu'est-ce qu'il faut faire. La partie bio et tout le reste à Maurice, par contre, j'y crois. 3 secondes. Donc, oui, voilà. Donc, les jeunes, ils sont à fond. Le bio, pas forcément, parce que je pense qu'il y a une question de prix aussi, et que depuis le Covid, voilà. Et ne pas oublier le plaisir. Tout ça, voilà, je voulais juste conclure effectivement que si on va au supermarché un vendredi soir et qu'on regarde le caddie des gens, c'est évident que j'en voudrais à personne de ne pas avoir un s'enchaîner au foot de caddie du vendredi soir. C'est pas l'idée. Et c'est pas non plus notre vision du health et du wellness que je disais. Le wellness, c'est le bien-être, c'est aussi le plaisir. Donc voilà, on y reviendra. Merci, et tu t'es très bien exprimé, merci Léo, et c'était très intéressant, merci à tous les trois. On a un autre round de questions, mais d'abord une petite pause, vous pouvez aller vous désaltérer, manger une petite affaire, pas forcément toujours healthy, c'est ok. Et excusez-nous pour le bruit, j'espère que ça vous a pas fait trop mal aux oreilles. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Alexis, comment as-tu réussi à concilier la créativité, le végétal et la gourmandise dans une assiette? Ouh là là. Alors, c'est une question compliquée, mais en fait c'est très simple parce que la question, elle enrobe ce que fait la cervelle d'un cuisinier. Sauf que là, j'ai utilisé, depuis le jour où j'ai décidé d'arrêter de manger des animaux, j'ai utilisé mon jus créatif. Et le jus créatif des cuisiniers qui travaillent avec moi. Et en fait, quand on commençait à créer de nouvelles recettes, au début, je ne sais pas pourquoi, mais on pensait qu'il fallait juste recréer les plats que nous faisions avec des animaux. Et en fait, c'était pas ça du tout. C'est pas ça du tout qu'il fallait faire parce que on s'est vite rendu compte que d'essayer de faire des mocs bœuf bourguignon ou des mocs, je sais pas, des soupes de poisson, ça allait pas le faire. Ça allait pas plaire aux clients. Donc en fait, on a vraiment réfléchi et on s'est dit que pour convaincre les gens qu'il fallait manger beaucoup plus de plats à base de légumes, il fallait que ce soit délicieux. Et ça, c'est vraiment le point final. Il faut que ce soit délicieux. C'est pas grave s'il y a des ingrédients qui peut-être marchent pas ensemble. C'est pas grave si. Il faut qu'à la fin, le plat soit délicieux. Parce qu'on va jamais arriver à convaincre les gens qu'il faut qu'ils changent la façon dont ils mangent si c'est pas délicieux. Et ça, je le répète toujours à les cuisiniers, à les pâtissiers. Je leur dis, est-ce que c'est délicieux? Parce que si ça l'est pas, les gens vont peut-être te faire plaisir une fois, mais ils te feront pas plaisir 2 fois. Donc ça, vraiment, ça a été un challenge. Et un challenge pour nous, et surtout pour moi, qui venais d'un background où moi j'ai travaillé j'ai fait une école hôtelière où on se basait sur la cuisine d'Auguste Escoffier, c'était vraiment régimenté. Puis après j'ai travaillé dans des grands restaurants, 3 étoiles Michelin, où c'était encore très régimenté. Et la créativité du cuisinier, elle était quand même pas elle n'était pas très évoluée. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à créer autour des légumes, autour des fruits, autour des herbes, tout à coup, je ne travaillais pas avec 20 recettes. Je travaillais avec des ingrédients, et chaque ingrédient avait un potentiel de créer 1000 recettes. Donc en tant que cuisinier, le changement que j'ai eu, ça m'a permis non pas seulement d'évoluer, mais de vraiment, comme un peu une fleur qui s'ouvre. Et la cuisine végane a été comme une nouvelle planète pour moi.
une nouvelle planète où tout était nouveau. Une planète où je pouvais utiliser les fraises dans un starters ou comme garniture d'un plat principal. Je pouvais utiliser l'aubergine dans un dessert. Je pouvais utiliser le chocolat dans les sauces pour les plats principaux. En fait, il n'y avait plus de règles. Il n'y avait plus de règles et c'était vraiment... Enfin, ça l'est toujours évidemment, parce que tous les jours je réfléchis, je rêve de nouvelles recettes. Il n'y a vraiment plus rien qui me contrôle, plus rien qui me dit il ne faut pas que tu fasses ça, ou il ne faut pas que... Et ça vraiment, grâce à la cuisine végane, je suis devenu un cuisinier complètement différent. Vraiment complètement différent. Et mes cuisiniers qui travaillent avec moi aussi, ils ont la chance de pouvoir créer des choses qu'ils n'auraient pas pu créer dans d'autres restaurants. Et ça, c'est une chance. Et je regrette d'avoir mis peut-être tant d'années sans m'en rendre compte. Quand j'y pense, je le regrette. Mais bon, évidemment, maintenant le futur est là. Et je suis content d'avoir perdu toute cette connaissance que j'avais avant et de créer un futur qui est le mien. Et d'un point de vue business, ce qui est bien, ça c'est un petit peu différent de la question, mais d'un point de vue business, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, mes clients, maintenant, parce qu'ils ne peuvent plus comparer mes plats avec, par exemple, à l'époque, si je faisais un soufflé, ils pouvaient venir manger chez moi et dire « Ah, ton soufflé, il est bon », mais je connais quelqu'un qui fait un meilleur soufflé. Là, avec une cuisine totalement nouvelle, créative, qui n'existe pas, qui n'est pas passée et qui est présente, eh bien, c'est de ma cuisine. Il n'y a personne qui va me voir en me disant ah, j'ai mangé ça, c'était meilleur ailleurs. Impossible, parce que ça n'a jamais été créé, cette combinaison n'a jamais été créée. Donc ça, vraiment, pour un cuisinier, c'est fantastique. Et pour un restaurateur, ça permet d'être récompensé encore plus pour sa créativité. Quand les gens viennent payer leur facture de restaurant, vraiment, il y a une grosse part maintenant qui est pour ma créativité, alors qu'à l'époque, c'était plus pour l'exécution. Évidemment, l'exécution est importante, mais la place de la créativité est tellement importante maintenant quand les clients payent. Et ça, c'est une chance. Et c'est un accident parce que c'est arrivé grâce à mon changement végétal. Et j'en suis super fier et vraiment super heureux. Voilà. Alors, Léo, entre importation et innovation locale, quelle est ta boussole pour décider quoi commercialiser? La problématique de quoi commercialiser, on se la pose tout le temps. On est une entreprise qui se veut éthique, qui se veut responsable. Et comment faire ça quand on habite sur une île et que tout est loin, que rien n'est dispo à côté de nous? Il faut aussi réaliser que l'alimentation, c'est tout en bas de la pyramide de Maslow. Il y a les besoins physiologiques. On va tous manger. Donc si Neofoods n'est pas là ou si Neofoods n'importe pas ce produit-là, quelle est la solution de la personne, du consommateur? C'est juste d'aller prendre quelque chose de moins bien. Donc, est-ce qu'il vaut mieux ne pas importer un produit parce qu'il va peut-être ne pas être complètement éthique d'un point de vue environnemental ou parce qu'on est sur une île et que c'est loin, ou il vaut mieux le proposer quand même et laisser le client faire son choix? Pour nous, la deuxième solution, clairement, est la meilleure. Et on essaye tout simplement de se fier un peu à la fameuse parabole du colibri que Pierre Rabhi avait remise au bout du jour il y a quelques années. On fait notre part. À chaque fois qu'on fait un choix, on essaye de se dire qu'on fait la meilleure option possible. Bien sûr, on aurait aimé tout produire localement avec des alimentaires locaux, mais c'est pas tout le temps possible. Donc on fait notre possible à différents niveaux, c'est-à-dire déjà qu'on propose tous nos ingrédients en vrac, on les trouve en supermarché en sachet, mais on est aussi en vrac dans notre boutique. Les hôteliers qui le souhaitent ou les restaurateurs qui le souhaitent peuvent aussi acheter en vrac dans des seaux qu'on vient échanger. La réduction d'emballage au maximum, même si c'est jamais parfait.
c'est évident que notre produit le plus connu, donc tous nos ingrédients en sachet Standard Pouch, ils sont malheureusement en plastique. On a cherché, on n'a toujours pas trouvé un sachet qui puisse résister au climat mauricien, qui ne coûte pas un prix, qui ne soit pas d'ordre de prix. Mettre ça dans du verre, ça voudrait dire importer des bocaux en verre, alors que les sachets sont faits à Maurice. Les bocaux en verre sont très lourds, donc le camion de livraison devient beaucoup plus lourd. Le produit devient plus cher, donc le produit est disponible pour moins de personnes. Donc il y a comme ça des choix à faire. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on essaie de se poser les bonnes questions pour arriver au compromis le plus important. Et pour nous, la clé quand même, c'est de rendre ces produits-là disponibles au plus grand nombre avec l'éthique la mieux compte tenu des contraintes mauriciennes. Là, pardon, excusez-moi. Oui, si on pense au climat mauricien, je reviens juste sur le fameux sachet, avec l'humidité, c'est impossible que les sachets biodégradables actuels, réellement compostables, réellement biodégradables actuels résistent. On va en Europe, on prend un sachet de chips, on l'ouvre, on revient le lendemain, les chips sont tels quels, n'ont pas bougé, il n'y a pas de fourmis, il n'y a rien. À Maurice, il ne restera absolument plus rien, et le fameux coup, que c'est la thématique du jour, sera mou après 30 minutes pardon. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas facile. On a deux barrières immenses quand on est sur une île. Numéro 1, c'est la taille du marché. Notre plus gros volume, notre plus gros produit, si on se dit, il y a quand même des produits qui marchent bien, oui. On vend des laits végétaux pour nous, très grande quantité. On a deux marques de laits végétaux, une bio, une non bio, qui marchent très fort. Si on prenait ces deux marques-là pour les mettre ensemble, on multiplie encore par deux, c'est absolument impossible qu'on puisse pouvoir financer une ligne Tetra Pak pour le faire nous-mêmes. Donc les laits végétaux, par exemple, qui est encore une fois notre plus gros produit en termes de volume, de poids, etc., on ne peut pas le faire ici. Et la deuxième chose, c'est que dans le domaine du health, 99,9% de nos ingrédients, malheureusement, sont importés. Qu'est-ce que sont les ingrédients que les gens veulent dans le health? C'est de l'avoine, c'est de l'amande, c'est du cachou, c'est du cranberry, c'est du chia, c'est des farines de riz. C'est pour ça qu'il n'est jamais, absolument pas produit à Maurice. La seule chose qui commence à être produite à Maurice, c'est du macadamia à toute petite échelle. Et on reçoit les premiers échantillons en ce moment. Donc, quand on est sur une île, on a deux grandes barrières d'entrée. Donc, la taille du marché qui rend les choses difficiles à développer et les ingrédients non disponibles. Et quand maintenant on est sur une île et qu'on est dans une niche, comme Neofood, je vous laisse imaginer que le choix n'est possible pour faire tout localement devient minuscule. Donc forcément, on ne peut pas être parfait comme je vous disais. Mais voilà, pour revenir bien à la question et quelle est la boussole, on essaye quand même, comme je vous ai dit, de se poser les bonnes questions et d'arriver à ce que les clients se disent, c'est bon, si Neofood a choisi cette marque ou si Neofood a mis son nom sur ce paquet, c'est que les bonnes questions ont été posées et que compte tenu des contraintes de Maurice, c'est quand même le meilleur choix possible. C'est un peu ça notre objectif. Donc, pour essayer de prendre un peu notre séquence de questions qu'on va se poser, ça pourrait, en premier, est-ce que je peux produire moi-même, comme on a dit? Si je ne peux pas produire moi-même, est-ce que je peux réimpacter moi-même? Parce que là, on vient au moins ramener de la valeur à Maurice, on vient produire le packaging à Maurice, bon, je défends la cause du bien manger, etc. Mais je reste quand même un entrepreneur, et un entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est créer de la valeur. Donc, la valeur, on veut qu'elle soit créée le plus possible à Maurice. En produisant localement, si ce n'est pas possible, en réimpactant localement. C'est ce qu'on est en train de faire de plus en plus. Pour le moment, on produit des yaourts vegan, on produit des spreads, donc peanut butter, tiny, etc. On produit des energy balls. Et on réimpacte énormément d'ingrédients, énormément de mélanges de noix, des mouchis, etc. Donc ça, on peut le faire, mais avec des produits importés, encore une fois. Si on ne peut pas produire nous-mêmes, si on ne peut pas réimpacter nous-mêmes, forcément, ce sera de l'importation d'une marque étrangère. Et là, ce qu'on va se dire, on ne veut pas travailler avec des conglomérats. On veut travailler qu'avec des indépendants, des producteurs indépendants. Il faut que le packaging soit le plus simple possible. Pas de packaging superflu, parce que, encore une fois, c'est ridicule. On
quand on pense le packaging superflu numéro 1 au monde, c'est les fameux cartons qui entourent les tubes de dentifrice. Ce genre de choses-là, c'est pas possible. Bon, c'est pas du foot, mais vous comprenez. Est-ce que, si possible, on peut faire le bio si c'est abordable? Malheureusement, de moins en moins. Sinon, si c'est pas bio, ben, il faut que ce soit au moins raisonné et sans OGM. Voilà, on descend comme ça dans toutes ces questions-là. Ensuite, on va sur la liste d'ingrédients. Il faut que la liste d'ingrédients soit clean, absolument jamais de palm oil et absolument jamais de sucre ajouté quand c'est pas nécessaire. Donc, le sucre, je l'ai gardé en dernier parce que, encore ce matin, j'ai vu sur la une de l'Express, ils ont dit que plus de 40% des adolescents mauriciens sont en prédiabète. Donc, c'est un véritable fléau. Je crois que 43% des garçons et 41% des filles, je crois, en prédiabète. Et il y avait même un médecin qui avait été interviewé qui a dit qu'on est peut-être en train d'assister à une génération de parents qui vivront plus vieux que les enfants si ça continue. C'est assez dramatique. Donc, voilà, on ne se prétend pas être parfait. Il y a beaucoup de soucis à Maurice au niveau écologique, au niveau environnemental, etc. Donc, je pense que, bien sûr, on a un impact écologique dans notre business. C'est sûr que, oui, nos produits viennent souvent de loin. On fait du plastique. On est conscient de ça, mais on pense malgré tout que c'est presque plus important dans la balance de proposer au moins ces choix-là aux Mauriciens pour rééquilibrer leur alimentation, parce que vraiment ça va dans le mauvais sens. Et voilà, je pense que nous faut quand même beaucoup progresser. On est a priori le leader sur le marché du health. Le nom a l'air de porter un peu quand même, si j'ai été invité en tout cas peut-être. Donc, j'espère qu'on n'a pas trop fait, que la boussole ne marche pas trop mal. L'idée, quand même, je le redis la dernière fois, c'est que ça devienne une marque de confiance. Et on se dit, voilà, le produit, une bonne question qui a été posée avant que ce produit-là se retrouve en supermarché ou en hôtel. Pour ma question, à Maurice, la table représente une part d'identité. Comment réinventer l'assiette sans renier, désolé, je ne vois pas très bien, renier notre patrimoine culinaire. Moi, je pense déjà que cette assiette durable-là, l'assiette de demain, c'est une assiette où on ne peut pas, je vais dire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que quand on parle de l'assiette de demain, l'assiette qui est durable, il faut se rapprocher davantage de ce plat typique mauricien, même de la cuisine ancestrale. Donc, Léo a pu nous dire, par exemple, le fameux moulkou. Donc, on a pu voir que si ce n'est pas le moulkou que les Mauriciens aiment, ben, ils ne vont pas manger. Donc, il faut aussi se rapprocher à ce que les gens connaissent. Donc, moi, je me dis que pour aller dans ce sens-là, pourquoi pas se rapprocher justement de cette identité-là, de la culture mauricienne. Et après, quand je regarde un plat typique mauricien aussi, c'est quoi un plat typique mauricien? On a du riz, on a des légumes, donc par exemple un chou fricassé, on a une soupe de lentilles, on a notre fameux achot sur le côté, notre piment écrasé et une source de protéines. Donc cette assiette-là est déjà pas mal, très sustainable, très végétale aussi. Donc après, pour notre sauce de protéines, c'est quelque chose qu'on peut ou pas remplacer par un substitut qui est plant-based. Donc ça fait aussi que ça reste toujours dans cette idée de plat plus durable à Maurice. Je ne pense pas que les Mauriciens, après, ont une difficulté de manger plus plant-based ou de manger plus, on va dire, plus durable, donc d'une façon qui est plus responsable. Je pense qu'on le fait déjà à Maurice. Qu'on ne réalise pas, ça on le voit quand on fait nos ateliers,
il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas, par exemple, une différence entre un plat végétarien ou un plat vegan, et quand on explique ce que c'est vegan, et ils se disent, ben, c'est quelque chose que je mange au quotidien. Donc, on a même eu une question, par exemple, je pense avec le ministre de la Santé, une fois, qui nous a demandé est-ce que les Mauriciens sont prêts à cette cuisine végane, cette cuisine plant-based. Donc, on lui a dit il y a pas mal de choses à Maurice, le common street food mauricien sont déjà très plant-based, très local aussi, gâteau piment. On a quoi d'autre? On a notre rôti, notre curry, notre dolpuri. Donc, elle est très végétale, elle est très locale aussi. On utilise pas mal d'ingrédients qu'on retrouve sur le marché même. Après, je pense aussi qu'il faut aller dans une direction où on utilise ces légumes oubliés là. Donc des légumes qu'on n'entend pas trop maintenant, comme par exemple le manioc, maïs, etc. Cette semaine, par exemple, on a expérimenté dans la cuisine avec le pipangaï. Donc c'est quelque chose qu'on n'entend pas trop maintenant, le pipangaï. On a fait quoi? On a fait un chartini de pipangaï, on a fait aussi une millefeuille, on a fait un bouillon de légumes avec tout ce qui reste après. Donc, c'est des plats, par exemple le chartini de pipangaï qu'on peut manger très bien à la maison. Millefeuille, c'est un plat qu'on peut implémenter dans un restaurant ou sur un buffet, quelque chose qui est un peu plus élaboré. Mais encore une fois, l'ingrédient principal, c'est quoi? C'est ce légume qui est oublié là. Donc, pourquoi pas se rapprocher d'elle? Après, je pense aussi que la question qu'il faut se poser quand on mange pour faire en sorte que c'est un plat qui est sustainable, c'est aussi d'où ça vient. C'est vrai qu'à Maurice, on est une petite île, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire locally. On a pas mal de produits qui sont importés, mais je pense qu'il faut pousser un petit peu plus sur la production locale. Je pense qu'il y a pas mal de savoir-faire où on ne le voit pas trop sur les côtes ou dans les restaurants, mais que ça peut être très très intéressant. Je me rappelle que récemment j'étais à un food festival et il y avait donc un petit stand qui faisait des glaçons râpés. Donc des glaçons râpés, on connaît tous comment ça se mange. Là, on voit surtout qu'on met par exemple de tamarin, notre fameux du sel piment dessus, donc c'est quelque chose que les gens adorent. Mais ce stand-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont innové. Donc ils ont pris le glaçon râpé, ils ont mis des cocos dessus, des ananas confits et un peu de kombaba, quelque chose d'autre qu'on n'entend pas souvent maintenant. Et c'était très bon. Donc ça reste un glaçon râpé mauricien avec d'autres ingrédients. Donc moi, je pense que cette assiette de demain, c'est une assiette où on doit se rapprocher de notre culture à Maurice, de cette identité-là. Et après, aussi, je pense qu'une assiette, on va dire une assiette qui est durable à Maurice, qui aussi ne trahit pas notre patrimoine culinaire, c'est trois choses. C'est une assiette qui honore le passé, donc nos traditions, qui nourrit donc le présent, la responsabilité qu'on a maintenant avec les enjeux qu'on a, que ce soit environmental ou pour le bien-être des animaux, ou même pour la santé, et aussi donc une assiette qui préserve cette promesse du futur-là. Donc une assiette qui ne détruit pas davantage, qui ne trahit pas la tradition. À Écoché, on aime bien dire que la créativité, c'est la continuité de notre tradition. De ne pas avoir peur d'innover, d'utiliser les produits qu'on a sur le marché. En Maurice, on a vraiment pas mal de choses. J'aimerais bien voir plus de plats où on utilise, par exemple, ce fameux pipangaï ou du manioc. Je vois qu'il y a plus de food festival maintenant qui met de l'avant ces produits-là. Il y avait un food festival récemment où justement ils ont fait des petits stands très typiques mauriciens et ça a attiré pas mal de gens. C'était quand même rempli et c'était très joli à voir aussi. Donc des Mauriciens
qui découvrent davantage cette cuisine-là. Je repasse encore une fois sur un plat que j'ai mangé, que j'ai apprécié, qui est un petit peu revisité, donc du maïs, mais ils l'ont fait un peu mexicain. Donc maïs mexicain, après ils ont mis, donc, je pense, du paprika dessus, ils ont aussi mis du paprika, du piment, du beurre aussi, je pense, un petit peu. Mais c'était quelque chose qui était donc reinvented et ça attire les gens. Parce que c'est pas que, par exemple, ce que les gens vont pas vouloir goûter. Et après, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes à Maurice, ils ont cette partie de créativité-là qu'ils emmènent. Il faut surtout pas les décourager, même avec les chefs, on le voit, cette créativité est très très vivante. Et ben voilà, je dirais que pour l'assiette de demain, on n'a pas nécessairement besoin de renier notre patrimoine culinaire. Au contraire, je pense que si on se rapproche d'elle, on aura de meilleurs résultats. Merci à vous trois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chacun, vous avez votre manière différente de faire bouger les lignes, d'avancer. Donc c'est vraiment intéressant de voir quelles sont les différentes façons d'accompagner le marché, d'innover, même une autre vision finalement de ce qui est cette assiette de demain. Donc on a du temps pour des questions et évidemment des réponses. Alors on va faire passer le micro, même 2 micros, pour pouvoir commencer à poser des questions. Et on a ce petit temps-là qui est chouette pour pouvoir avoir cet échange avec vous. Et si personne ne lève la main, je vais choisir quelqu'un. Allez. Merci pour tous vos témoignages et vos interventions. C'est une question peut-être plutôt pour le chef Alexis Gauthier. Moi, je travaille aussi chez Attitude et du coup, Attitude est engagé depuis Day One, c'est ce qu'on répète. Et aujourd'hui, en tout cas sur la food encore plus, on fait bouger les lignes et on a cette casquette un peu de militant aussi à proposer aujourd'hui 30% de nos buffets veg ou vegan, à supprimer le saumon de nos menus. Et donc, c'est des engagements forts qu'on revendique aussi. Et ma question, c'était, est-ce que en devenant chef vegan pour des convictions personnelles au départ, vous vous étiez imaginé aussi porter des casquettes de militantisme, ce que vous faites aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser, pour faire bouger les lignes aussi. Voilà. Oui, alors tout d'abord, j'aimerais dire que, comme je disais tout à l'heure, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'avec Attitude, on partage beaucoup de choses en commun. Comme vous l'avez souligné, c'est pas un combat de tous les jours, mais je crois qu'on parle le même langage avec Attitude, et ça, j'en suis très très fier, et je vous remercie Attitude pour ça. Il n'y a pas beaucoup de groupes hôteliers dans le monde qui sont aussi forward thinking et aussi dynamiques, et c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être là ce soir et de pouvoir travailler avec vous. Alors, est-ce que je pensais que j'allais devenir vocal et que j'allais pousser les boundaries et call out people? Je sais pas. Moi, quand je suis devenu un chef vegan, je l'ai fait pour les animaux, mais je ne pensais pas que j'étais dans une position où on pouvait m'écouter. Et c'est au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est vrai, en étant un chef, j'étais écouté, évidemment, parce que je parlais d'ingrédients, je parlais de cuisine, et que tout à coup, les gens se sont dit, mais c'est vrai, le chef, ça cuisine des animaux. Et il n'y a pas beaucoup de métiers qui impactent autant les animaux que le métier de chef. Et comme je le fais, mais sincèrement, que pour les animaux, c'était normal qu'en réalisant que j'avais justement cette possibilité de parler pour eux, eh bien, c'est naturel d'en profiter. Je vais dire un truc qui est stupide, mais c'est vrai que les animaux aimeraient
que je parle pour eux. Et donc, évidemment, je ne sais pas ce qui se passe par la question, mais s'ils pouvaient le dire, ils le diraient. Donc voilà, et parler comme je parle ici ce soir, parler sur les réseaux sociaux, parler à mes clients, parler aux journalistes, et on m'écoute. Ça c'est aussi l'autre chose qui m'a assez surpris, parce que en particulier sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de chefs qui parlaient pour les animaux, et donc ça m'a encore plus conforté, évidemment, pour faire passer le message, pour inspirer d'autres chefs, et pour représenter mon restaurant. Parce que c'est aussi vital. Et encore un truc que j'ai remarqué, là ce soir j'ai ma chemise, eh bien c'est pas aussi impactful que si j'avais une veste de cuisine. Parce que quand je parle à des gens pour les animaux en tant que chef, et que je porte une veste de cuisine, j'ai l'impression que l'impact est 2 fois plus fort. Voilà. Donc excusez-moi, ce soir je vais mettre ma veste de cuisine, mais voilà, c'était ma réponse. En fait, je voulais poser une question un peu basse sur les freins ou en tout cas contre-arguments pour faire ce pas de diminuer la viande ou en tout cas les ingrédients d'origine animale. On entend beaucoup en fait la question des protéines et des nutriments en fait qu'on n'aurait pas, surtout pour les sportifs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus en fait? Est-ce que c'est un vrai frein ou est-ce que c'est un moyen de se dire ben non, je ne vais pas faire ça parce que je fais quand même mon sport et j'ai besoin de ça et ça et ça. Alors j'aimerais bien passer dessus. Pendant les ateliers, donc comme le plan Bescos, une des choses qu'on aime communiquer aussi, c'est que justement on ne retrouve pas plus de protéines dans la viande comparé à, par exemple, des plant-based ingredients. Donc on a fait une étude dessus aussi parce qu'on a eu la question plusieurs fois. Et ce qu'on montre pendant nos cours aussi, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a measure everything in cups. Donc on a montré par exemple un cup of meat, ça a, donc j'ai pas les chiffres en tête, donc la quantité de protéines que ça a. On compare avec, disons, 1 cup of almond, donc pareil, 1 cup, qui a beaucoup, donc je crois qu'il y a 30,4 grammes de protéines, qui est beaucoup plus que dans la viande. Pareil pour tout ce qui est fer aussi. Après, comme n'importe quel plat, il faut savoir équilibrer tout ce qui est macronutriments et micronutriments aussi. Mais c'est pas vrai la perception qu'on a que justement on retrouve plus de protéines, plus de fer, plus d'oméga 3 dans tout ce qui est animal-based. On peut le retrouver justement dans les plats plant-based. Et notre travail aussi avec les hôtels et les restaurants, c'est leur montrer que les plats à base de légumes, à base de fruits, c'est pas, ou de légumineux, c'est pas forcément que des side dishes, que ça peut être un plat principal. Parce que c'est ce qu'on voit, par exemple, sur un buffet, les légumes vont être as side dishes. Après, on a nos sauces de protéines. Donc là, ce qu'on fait avec le travail qu'on fait avec les chefs, c'est d'intégrer justement, surtout le protéine, cette sauce de protéines-là, dans les plats pour faire que les plats véganes, les plats plant-based sont un main dish. Parce que si on a un client vegan à l'hôtel et qu'il a que des plats, que des side dishes, c'est pas très attrayant pour la personne. Et aussi, on a envie d'attirer d'autres personnes, pas que les guests qui sont vegan, plant-based ou végétariens. Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre un peu à la question. J'aimerais juste revenir sur la question que vous avez posée, parce que c'est une question qui revient souvent pour les gens qui veulent justifier le fait qu'ils ne peuvent pas devenir véganes parce que justement il n'y a pas assez de protéines, blablabla. Alors moi je dis toujours 2 trucs super simples. Le premier, c'est les animaux que tu manges, ils prennent leurs protéines des plantes qu'ils mangent. Donc en fait, quand tu manges un animal, tu manges seconde classe protéines. Ça, c'est le premier truc. Et après, le sportif, moi je connais tous les grands sportifs, et moi je joue beaucoup au tennis.
Et le plus grand tennis player de la planète, enfin, même s'il a un petit peu vieilli, Djokovic, il est vegan, il mange pas de viande, il ne manque pas de protéines, et il est super fort. Donc ça va super vite. Hein. Quand quelqu'un me dit cet argument, je dis non, t'inquiète pas. Voilà. Je peux? Oui. Bonsoir, je m'appelle Nathalie. Avec mon mari Jérôme, on a une petite ferme régénératrice dans le nord de Maurice. Et un des principes qu'on a à notre ferme, c'est qu'on ne veut pas stresser nos ressources naturelles plus que besoin. C'est-à-dire qu'on privilégie des légumes qui poussent bien dans notre contexte, climat, sol, pluviométrie, etc. Donc je ne vais pas faire pousser des choses qui sont très courantes en eau, par exemple. D'un coup, je me trouve avec des légumes comme manioc, patates douces, des fruits comme noni, coransol, mais je ne trouve pas de clients parce qu'ils connaissent mal ou ils ont oublié, comme des gens m'ont mentionné, et je me demande les mots parce que j'étais entendu dire que tu disais, oui, les clients qui sont concernés par leur santé, ils veulent de China, ils veulent des trucs classiques, on sait tout, mais d'où vient cette désir? C'est parce qu'ils ont entendu ça de l'Europe. Est-ce qu'on peut pousser le marché? Est-ce qu'on peut, avec le marketing, est-ce qu'on peut bouger le marché pour que les gens vont en fait aimer les produits qu'on peut produire ici? Parce que ce sera un win-win, non? Parce que ce soit plus à importer, ce soit produit localement. Pas grande échelle, on est d'accord, on reste petit, mais je veux dire, il y a sûrement un moyen de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, Léo? En plus, on est au nord. Ça fait encore moins loin. C'est... Clairement, ce genre de choses doit commencer à petite échelle, effectivement, comme on a dit. Le noni, je sais, il y a des gens qui faisaient un jus qui est difficile à boire, par exemple. Voilà, c'est ça. Je pense que malheureusement, la clientèle commence par les jeunes, commence par les réseaux, commence par des études scientifiques reprises par les réseaux. Donc je pense qu'il suffit juste de trouver la bonne personne pour véhiculer ce message-là et ça peut venir très vite. Moi, je n'ai pas de doute à ce niveau-là. Mais probablement, quand je pense à ces trois produits-là, ce sera plutôt que le produit de nature, c'est peut-être penser à son application ou à sa transformation qui rajouterait encore de la valeur ajoutée et permettrait la conservation à long terme. Moi, en tant que commerçant, en quelque sorte, ce qui me fait peur, c'est pas le produit, c'est l'expiration de ce produit-là. Ça aurait été donc comment le conserver ou comment le transformer pour l'intégrer à une recette. Donc, moi, en tant que néophyte, le noni, je me dis j'aurais du mal à le vendre parce que c'est un fruit qui peut expirer vite. Mais si on me donne une toute de noni que je peux rajouter à mon yaourt, qui me fait un yaourt super puissant de noni, là, ça, je dis bingo, tu vois, ce genre de choses-là. Voilà, c'est mon avis, mais... J'aurais peut-être plutôt demandé à... Je oublie votre nom, désolé. Alexis, parce que c'est vrai que je pense que ce serait intéressant de travailler plus les planteurs de Maurice, de travailler plus avec les chefs, parce que je viens de regarder vite fait sur Internet, mais ça existe, un cheese, non, c'était quoi? Un goat cheese, un fromage de chèvre fait avec noni, parce que tout le monde qui vient à ma ferme et qui sent le noni, il dit le fromage. Je viens alors, parce que nous on sert justement un fromage de chèvre, j'en parlais tout à l'heure, plant-based évidemment, au restaurant, mais c'est plus l'idée du plant-based du sud de la France, avec des herbes, avec de l'huile, tout ça, mais évidemment, alors c'est rigolo, parce que c'est drôle, je regrette si jamais trop tard, mais à l'hôtel, on fait un menu vegan
à base de produits locaux. Et j'ai passé des mois à aller à marcher le long de la mer pour récupérer des algues, à essayer de demander à tous les chefs que je rencontrais qu'est-ce que c'était leur ingrédient préféré, qu'est-ce qui allait encapsuler le spirit of Maurice à travers un ingrédient. Bon, on écrit des menus, mais je pense que les ingrédients que vous produisez, ces menus, il faut qu'ils soient sur des menus du Scope pour le menu vegan, qu'on en fasse sur les stars, parce que c'est ça qui est bien dans la cuisine, c'est que la star, c'est pas le filet de bœuf, hein. C'est l'ingrédient qu'on a pris de l'arbre, qu'on a cueilli et qu'on met sur l'assiette. Et ça donne en plus, c'est vraiment un outil marketing incroyable pour quelque part comme Maurice, parce qu'il suffit d'un spark, comme tu disais, hein, il suffit qu'il y ait un jour, il y ait, je sais pas, ils disent, mon Dieu, mais à Maurice aussi, on ne s'est pas rendu compte, mais il y a ces ingrédients qu'il y a nulle part ailleurs, il y a ces chefs, il y a cette qualité, parce qu'il est vraiment au top de la qualité mondiale de la gastronomie et ici, à l'île Maurice. Et en fait, il y a tout pour justement créer une identité mais encore plus. On parlait de street food, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir vraiment une identité beaucoup plus gastronomique. Et vos ingrédients, il faut qu'ils soient travaillés par les chefs locaux, il faut qu'ils pensent créatif. Et alors, ce que vous devriez faire, c'est prendre ces ingrédients et aller dans toutes les cuisines et dire bah, vous passez à côté d'une chance incroyable. Parce que si vous arrêtez de faire des tours de Rossini, parce que les clients en plus, en 2025, il y en a qui viennent ici pour manger les tours de Rossini. Mais non, moi je rêve de venir sur les Maurice pour manger le local, pour manger ce qu'il y a ici. Je veux que ce soit, c'est ça l'expérience du futur, évidemment, ça va être ça. Ma fille, mon fils, c'est ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas venir manger ici des bourguignons, ils veulent venir manger ici des ingrédients locaux. Et voilà, il faut que vous le fassiez, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre les légumes et leur dire allez-y les gars, créez avec ça et créer le futur de la gastronomie mauricienne. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Déjà merci pour la soirée parce que c'était inspirant, pas juste intéressant. J'avais une question, j'avais plein de questions, mais je vais m'arrêter à deux questions. Une question gourmand pour le chef et une question pratico-pratique pour Léo. Pour vous, chef, depuis 10 ans, quel est le goût végétal qui vous est resté en tête? Pas un produit végétal qui met de la viande, mais quel est vraiment le goût végétal de légumes qui vous est resté en tête et qui vous a marqué? Et Léo, si tu as un peu de temps après, on s'est rencontrés il y a très très longtemps et tu nous avais déjà expliqué ce que tu faisais. Et depuis, moi je me demande, à chaque fois qu'il y a un cyclone à Maurice aujourd'hui, il y a beaucoup de courges et de tubercules qui meurent dans les champs. Est-ce qu'on peut en faire de la farine? Et est-ce qu'un jour on pourra avoir des petites productions de farine alternative, de giromont, de manioc ou de fruits à pain, de néo-foods dans les supermarchés? Merci. Alors, je n'étais pas prêt à cette question, parce que là, c'est... tous les jours, j'ai... Alors, il y a un truc, c'est que quand tu arrêtes du jour au lendemain de manger des animaux, tout a un goût différent. Mais tout. Et soudain, les goûts, on est à la recherche de goûts encore plus prononcés et plus raffinés. Et en tant que chef français gastronomique, à l'époque, je connaissais rien, mais alors rien aux épices. Et jusqu'à l'âge de... Vous allez devenir fou. Jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans peut-être, j'avais jamais goûté un curry. Alors que maintenant, si j'ai pas... Enfin, je ne suis pas un spécialiste en curry, mais j'arrive quand même à faire la différence entre certains currys. Et il faut que j'en ai tout le temps. S'il y a vraiment un truc qui maintenant est... j'ai besoin de... Quand je le sens, tu vois, et je viens sur les Maurice, je le sens,
alors qu'avant je n'avais jamais reconnu. Et ça, c'est vraiment une rétrofaction que je ne connaissais pas et qui, non seulement j'ai découvert, mais en plus, je suis complètement hooked. Je suis encore accroché. Et ça ne serait jamais arrivé si j'avais continué à manger des carrés d'agneau rôtis avec du thym, quoi. Et de l'ail, voilà. Alors, on avait dit fruits à pain, courge et... le fruit à pain, clairement, c'est un ingrédient sur lequel on a travaillé, sur lequel on veut continuer. On a toujours de l'espoir de réussir à faire quelque chose avec. Ça a tout pour être... Ça a plusieurs saisons déjà, ça pousse au moins 2 fois par an, il y a une récolte. Ça pousse seul. On peut aller le récupérer dans les cours des gens, il n'y a pas forcément besoin d'aller planter des vergers. Donc c'est clair que le fruit à pain est un ingrédient qu'on veut absolument un jour pouvoir exploiter. Et on voit ce qu'ils font avec le jack en Asie. Il y a énormément de carrés de jack végétariens où le fruit à pain aurait pu aussi jouer ce rôle-là. Mais il peut aussi remplacer un féculent, il peut remplacer une viande, il peut faire plein de choses, il peut être en farine. La courge, j'ai beaucoup moins étudié, donc je ne suis pas certain. Et le manioc, c'est évident que la farine. D'ailleurs, il y a une malgage de farine de manioc qui vient d'être lancée à ma connaissance il y a quelques semaines. Nous, on est, encore une fois, si la filière existe, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que si quelqu'un nous apporte une filière, on est très intéressé de la transformer. C'est aller créer la filière pour avoir de la récolte toute l'année, parce que finalement, si on s'engage dans un produit, il faut que ce soit régulier. C'est ça notre problématique. Mais si quelqu'un nous emmène une filière d'un ingrédient local, on est absolument ravis. Je disais qu'on utilisait très peu d'ingrédients locaux. Oui, ce qu'on utilise en ce moment, c'est de la vanille locale, c'est du moringa et c'est de la spiruline. Parce que la vanille, ça se conserve et c'est facile, c'est toute l'année. La moringa, c'est toute l'année. Et la spiruline, c'est fait dans des bassins aussi, c'est toute l'année. Donc c'est vraiment, à partir du moment où la filière existe et que le produit se conserve, nous, on est absolument partant pour ajouter ces produits-là comme ingrédients ou même les réimpacter, les transformer, etc. Sans faire la pub gratuite, j'ai une question à Alexis, chef vegan. Est-ce que le robot culinaire de la marque Thermomix, qui est très peu connu à Maurice, pourrait aider à la cuisine végane? Wow. Thermomix. Alors là, le nombre de Thermomix qu'on utilise dans des cuisines, c'est énorme. C'est pas parce qu'on est un restaurant vegan, c'est parce que c'est l'outil préféré du cuisinier moderne. Tout devient... il faut tout cuire en Thermomix. Alors je sais pas si le Thermomix, ça va aider les gens à devenir vegan. Alors là, je sais pas du tout. Je pense pas. Sauf si vous mangez que des soupes ou des crèmes ou des... c'est quand même le Thermomix. L'idée, c'est que ça transforme tout en pulpe assez rapidement, quoi. Mais c'est pas connu ici, c'est connu. Ah, ok, bon ben voilà, vous savez ce qu'il reste à faire, il faut acheter la licence, ouvrir une boutique, et vous allez en vendre parce que alors c'est très successful. Hein. Thermomix, c'est la marque du chef, mais la maison et en cuisine aussi. Oui. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec la cuisine végane, ça ne va rien changer. Alors, moi j'ai une toute petite question. À quoi pourrait ressembler l'assiette future si un auteur arrivait à nous convaincre de l'existence d'une conscience végétale? Alors ça c'est le contre-argument classique, parce que j'en parle beaucoup, le contre-argument classique de ceux qui continuent à manger de la viande fièrement. Ils disent mais oui, les arbres parlent entre eux, les champignons parlent entre eux, mais jusqu'à preuve du contraire. Alors je vais vous dire quelque chose. Un cochon de 3 ans
quand on le tue pour le transformer en saucisson ou en jambon, il a le quotient intellectuel d'un enfant de 3 ans. Ça, c'est la science. Ça, c'est la science. On ne va pas aller contre ça. Il a peur, il va avoir faim, il veut de l'attention, il veut de l'amour. Quand je coupe un champignon, jusqu'à preuve du contraire, mais je fais confiance à la science, hein, jusqu'à preuve du contraire, le champignon n'a pas le quotient intellectuel d'un enfant de 3 ans. Donc je me sens vraiment l'assiette de demain jusqu'à ce que la science nous dise, mon Dieu, mais vous savez, en fait, vous avez coupé du pourpier ou de la roquette sauvage depuis 2000 ans, mais dans chaque feuille de roquette sauvage, il y a quelqu'un qui crie. Non, alors, j'attends la science, mais sinon, dans l'assiette de demain continuera à servir de la roquette, mais plus du cochon, ça c'est sûr. Merci pour la réponse. Je regarde je crois qu'on est un peu pris par le temps. On va pouvoir continuer les questions autour d'un verre, ça ne vous dérange pas, pour libérer ceux qui doivent partir. On est un peu pris par le temps. Ah, une? Ok, allez. Non? On conclut. Je ne veux pas casser le mood, mais oui, je sais qu'il y a des personnes qui devaient partir. On conclut. Ok, allez. Sorry. Ben merci. En plus, il y a plein de questions, donc je suis vraiment super contente parce que ça veut dire que le sujet parle et voilà, des fois sur de manière d'angle différente. On n'a pas prévu en fait vraiment de conclusion en tant que telle. Mais en fait, voilà, les discussions continuent parce qu'on a encore l'espace pour 1 heure et voilà, l'espace permet de se retrouver là-bas.